Bonjour à messieurs Bass et Mbaye d'être venus enregistrer et diffuser ce cours essentiel du programme sur les réseaux sociaux dans le cadre général, mais en particulier à la télé dédiée à David Diop, qui est une excellente initiative que nous saluons tous. Parce que nous sommes à l'ère du numérique où le savoir n'est plus enfermé dans une salle de classe. C'est un savoir qui est maintenant ouvert au monde, que l'on peut acquérir, certes dans une salle de classe, comme c'est le cas avec le système classique, mais que l'on peut aussi acquérir à travers les réseaux sociaux, parce que le savoir maintenant peut s'acquérir de façon virtuelle. Donc, nous saluons une fois de plus cette belle initiative de David Diop de consacrer cette télévision à l'éducation. Donc, merci de votre présence. Merci, messieurs Bass et Mbaye. À l'attention de nos téléspectateurs, je voudrais informer que nous sommes sur une leçon très intéressante. Non seulement intéressante, mais aussi capitale, parce que c'est une leçon qui revient sur l'utilité ou l'inutilité de la philosophie. Tout dépend de celui qui la juge. Alors, c'est une leçon capitale pour des raisons pédagogiques aussi, parce que très souvent, cette leçon est proposée à nos candidats au baccalauréat. De ce point de vue, nous allons débattre davantage de cette leçon. Nous en avons déjà parlé, mais brièvement la semaine dernière. Pour cette semaine-ci, nous comptons entrer en profondeur dans ce chapitre. C'est un chapitre intégral, mais que j'ai résumé à travers ce titre, la philosophie aujourd'hui. Et je rappelle, pour faire une mise à niveau des connaissances, je rappelle que nous avons déjà posé les jalons en montrant que la philosophie de nos jours fait l'objet de vives critiques. Parce que quand on se pose la question à quoi sert la philosophie aujourd'hui, il y a de quoi se demander est-ce que véritablement cette philosophie est utile, est-ce qu'elle est importante, est-ce qu'elle est nécessaire, etc. Maintenant, ceux qui jugent la philosophie inutile, c'est en rapport avec la technoscience. Parce que nous sommes dans un monde qui suit un développement fulgurant. Si fulgurant que la science et la technique, je peux dire, gouvernent aujourd'hui le monde. De ce point de vue, celui qui ne s'adapte pas au rythme de la science et de la technique, il sera bien entendu à la traîne. Nous avons vu la semaine dernière que du point de vue des télécommunications, dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des transports et autres, la science et la technique ont effectué un pas sans précédent. La science et la technique nous ont permis de nous développer à tel point que l'homme se fatigue de moins en moins. Maintenant, tout se fait par la machine. L'homme n'a plus besoin de fournir l'effort qu'il fournissait dans le temps. Maintenant, c'est la science et la technique qui font tout à sa place. Presque tous les besoins de l'homme sont satisfaits par la science et la technique. Alors, on se demande à quoi sert-il de philosophie de nos jours? Est-ce que la philosophie joue encore le rôle qu'elle jouait auparavant? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle a de l'importance? Quand on pose cette question, il faut soupçonner qui la pose. D'habitude, ce sont les détracteurs de la philosophie, ses pourfendeurs ou bien encore ses ennemis. Ce sont ceux-là qui se disent à quoi sert-il de philosophie de nos jours? Mais cette question cache une autre question, c'est-à-dire à quel type de science compare-t-on la philosophie? Bien entendu, on la compare à la technoscience. Et quand cette comparaison est faite, bien sûr, on dévalorise la philosophie pour valoriser la science et la technique. Et nous avons déjà vu que si cette comparaison est faite, c'est en relation avec le progrès de la technoscience, mais en relation aussi avec la stagnation de la philosophie. Parce que la philosophie ne progresse pas au plan matériel, elle stagne, alors que la science et la technique ont effectué un progrès exponentiel. Alors, nous allons voir, je dirais même, nous allons revoir la conception que la société a de la philosophie. Ce qui me ramène à la citation de Pierre Fougeray-Rolas. La dernière fois, je vous avais demandé d'ouvrir les guillemets
pour que l'on puisse noter aujourd'hui la citation, mais fidèlement. Alors, je vous la donne. Vous pouvez même, si vous voulez, la prendre en même temps que moi. Quand j'en aurai fini avec, nous allons l'exploiter. Alors, Pierre Fougeray-Rolas dit, comparé aux techniques, virgule, l'activité philosophique semble inefficace. Bon, je n'aurai pas besoin de tout prendre. Je note juste ce dont nous avons besoin. Voilà. Semble inefficace. Ensuite, il ajoute, elle passe pour un vain bavardage. J'ampute une partie du texte. Pierre Fougeray-Rolas ajoute, la philosophie semble dangereuse. Pour l'instant, je m'en tiens là. Donc, comparé aux techniques, virgule, l'activité philosophique semble inefficace, inutile, parasitaire, virgule, elle passe pour un vain bavardage. La philosophie semble dangereuse, mensongère, archaïque. Bon. J'ampute le texte ici. J'ai juste pris ce dont nous avons besoin dans le texte. Alors, j'avais dit la dernière fois que ce n'est pas Pierre Fougeray-Rolas qui juge la philosophie ainsi. Il rapporte le préjugé négatif que la société a de la philosophie. C'est la société qui juge mal la philosophie, qui la juge, voyons, comme une activité inefficace. Nous avions dit que inefficace signifie quelque chose qui ne produit pas d'effet. Parce que la racine d'efficace ou d'inefficace, c'est cela. D'accord? Elle est inutile signifie qu'elle ne sert à rien. D'accord? Parasitaire signifie qu'elle est dépendante. Examinons ce premier membre de la phrase, après on en vient à la suite. La philosophie est inefficace signifie qu'elle n'a aucun effet sur notre vie. Nous avons besoin de vivre, n'est-ce pas, et de bien vivre. Et pour cela, c'est la science et la technique qui nous donnent de quoi bien vivre. C'est la science et la technique qui améliorent nos conditions de vie, qui nous procurent du matériel, n'est-ce pas? Mais comme la philosophie n'en fait pas autant, mais on la juge inefficace. Non seulement inefficace, mais aussi inefficiente. Ensuite, elle est inutile. Inutile au sens où elle ne nous sert à rien. Toujours dans la même logique, nous avons besoin de bien vivre. Nous avons besoin de matériel pour améliorer nos conditions de vie. Par exemple, nous avons besoin de rouler dans de belles voitures, d'habiter dans de très belles villas. Nous avons besoin d'avoir des appareils de télécommunication high-tech. Nous avons besoin de tout cela. Même quand nous avons faim, c'est la science et la technique couplée qui nous donnent à manger. Quand nous avons soif, c'est la science et la technique qui nous donnent à boire. Même quand nous tombons malades, c'est la science et la technique qui nous soignent. D'accord? Et nous constatons que tous ces besoins que nous exprimons, ni la philosophie, encore moins ceux qui se disent des pseudo-philosophes, pour parler toujours comme Pierre Fougeray-Rolas, ne peuvent pas satisfaire ces besoins-là. Donc, elle est inutile. Je parle bien de la philosophie. Elle est inutile. Parce qu'on n'a jamais vu un philosophe qui ait fabriqué ou produit quoi que ce soit. D'accord? C'est d'ailleurs ce que dit Jean-Paul Sartre. D'accord? Il se pose la question suivante. À quoi sert la philosophie devant un enfant qui meurt de faim? Enfant, à quoi sert la philosophie devant un enfant, voilà, qui meurt de faim? Quand un enfant meurt de faim, de quoi a-t-il besoin? Très bien, il a besoin de nourriture. Parce que c'est un besoin ponctuel qui se pose, il faut une solution urgente.
Mais imaginez un enfant qui meurt de faim, un enfant famélique comme au Tchad, au Soudan, en Somalie, en Éthiopie, où la famine ravage une bonne part de la population. Allez dans ces pays et dites à ces enfants qui meurent de faim, Platon avait dit ceci, mais Aristote a dit le contraire. Descartes a dit ceci, mais etc. etc. Qu'est-ce que vous ferez en eux comme effet? Allez-y. Quel effet ferez-vous sur eux? Un effet de dégoût. Ils seront dégoûtés parce qu'ils n'ont pas besoin de théorie philosophique. Ils ont plutôt besoin de nourriture. Ils ont besoin de nourriture parce que, comme le dit le proverbe Wolof, Saaku amul dara du taxaw. Cela veut dire que quand on meurt de faim, on ne réfléchit pas. La concentration est à 0. Donc, la philosophie ne donne pas à manger. Voilà la question donc que Sartre s'est posée. À quoi sert-il de philosophie devant un enfant qui meurt de faim? C'était pour dire que la philosophie doit être pratique. Elle doit être pratique. Et bien avant Jean-Paul Sartre, c'était Karl Marx qui avait montré que nous sommes dans un monde qui évolue à un rythme très rapide au point que la philosophie, qui s'était enfermée dans son bavardage éternel, n'a plus aucun sens. Alors Karl Marx dit, toujours pour éclairer l'idée que la philosophie est inutile, Marx dit, jusqu'ici, alors quand il dit jusqu'ici, il faut se rendre à l'évidence que c'est l'intervalle du 6e siècle avant Jésus-Christ, comprenez la naissance de la philosophie, jusqu'au 19e siècle, parce que lui, il est du 19e siècle. Donc, 6e siècle avant voilà, Jésus-Christ et 19e siècle. Donc, il dit, jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses façons. Voilà. On fait qu'interpréter voilà, le monde de diverses façons. Et il ajoute, il s'agit maintenant de le transformer. Il s'agit maintenant de le transformer. Voilà. Donc jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses façons. Il s'agit maintenant de le transformer. Donc quand il dit jusqu'ici, c'est de la naissance de la philosophie jusqu'à son époque. Ça fait combien de siècles? 19 plus 6. Combien? 25. Parce que dans le système de datation avant Jésus-Christ, on additionne les siècles avant la naissance, avant Jésus-Christ, plus les siècles après. Donc ça fait 19 plus 6, 25 siècles, soit 2500 ans de théorie philosophique. Dans l'interprétation du monde, qu'est-ce que Thalès avait dit? Non, ça c'est Lavoisier. Thalès avait dit dans l'interprétation du monde que tout dérive de... Comment? Tout dérive de l'eau. Parfait. Pour Thalès, l'eau est le principe premier à partir duquel toute chose est créée. C'est ce qui l'amène à dire l'eau est le sein maternel de toute chose. Dans son interprétation du monde, Pythagore avait dit que ce sont les nombres qui gouvernent le monde, pour montrer que tout a été créé avec mesure, harmonie ou encore avec ordre. D'accord? C'est ce qui l'amène à dire, je le cite, les nombres gouvernent le monde. Toujours dans cette interprétation du monde, Anaximandre avait dit que c'est l'apeiron qui est à l'origine de toute chose. Par apeiron, comprenez l'infini. D'accord? Anaximène estime que c'est plutôt l'air qui est à l'origine de toute chose. Jusqu'à Empédocle, présocratique, qui avait dit que toute chose dérive de la synthèse de 4 éléments, que sont l'eau, l'air, le feu et la terre. Donc, voyez que
les présocratiques, eux tous, s'étaient mis à interpréter le monde, à dire de quoi il vient, jusqu'aux post-socratiques, c'est-à-dire ceux qui ont vécu après Socrate. Eux aussi se demandaient, mais tout dérive de quoi? Donc nous sommes dans une éternelle interprétation du monde. Mais est-ce que le monde peut se développer sur la base de simples théories? Non. C'est pourquoi, de sa naissance au 19e siècle, il n'y a pas eu un grand progrès. Parce que les philosophes ne font que piailler, théoriser, palabrer, etc. D'après la société, toujours. Alors, Karl Marx semble dire il est maintenant temps de passer à l'action. Ce qu'il amène à dire, il s'agit maintenant de le transformer. Transformer le monde, c'est passer à l'action. Construire des ponts, des routes, des ouvrages, ainsi de suite. C'est cela dont le monde a besoin. De ce point de vue, nous pouvons estimer que du début jusqu'à la virgule, c'est la théorie dont parle Karl Marx et qui n'est pas du tout efficace, mais après la virgule, c'est la pratique dont il est question. Tout se passe comme si Karl Marx semble dire trêve de, voilà, trêve de bavardage, parfait, trêve de théorie, de bavardage, etc. Il faut passer maintenant à la pratique ou encore à l'action. Et nous avons constaté que ce que le monde est devenu aujourd'hui, ce n'est pas grâce à la philosophie, mais c'est grâce à la science et à la technique. Les routes, les ponts, les échangeurs, les bâtiments, ainsi de suite, tout cela, c'est l'œuvre de la technoscience. Alors, si nous jugeons la philosophie à l'aune de la technoscience, la seule réponse qui vaille, c'est que la philosophie est inutile. Et nous l'avons même constaté à notre niveau. À l'échelle individuelle, nous ne voyons aucun intérêt de la philosophie. Côté matériel, toujours. D'accord? Qui d'entre vous sent l'utilité de la philosophie côté matériel? Qui? Personne. Personne. Parce qu'au plan matériel, la philosophie n'a jamais rien fabriqué. Ces tables-bancs sur lesquels vous êtes installés, ce bâtiment qui nous abrite, les instruments avec lesquels vous écrivez, cahiers, stylos, crayons et autres, tout cela, c'est l'œuvre de la technoscience. Donc, côté matériel, à quoi sert la philosophie? À rien. C'est donc une perte de temps. Mais qui la juge comme perte de temps? C'est la société. Nous verrons plus tard que ce jugement que la société a de la philosophie est illégitime. Mais pour l'instant, je n'anticipe pas. Je montre tout simplement comment la philosophie est jugée, est très mal jugée par la société. C'est parce qu'elle est inutile que Calliclès, ne l'oubliez pas, dans une conversation avec Socrate, lui avait dit quoi? Calliclès est un jeune sophiste. Socrate était déjà vieux, parce que n'oubliez pas que c'est à l'âge de 71 ans qu'il a été condamné à mort. Donc c'est un dialogue entre un jeune inexpérimenté et un vieux qui a un capital d'expérience assez robuste. Donc quand le jeune Calliclès discutait avec Socrate, c'était pour lui dire que la philosophie est inutile. Il dit dans le texte de Platon, c'est Calliclès qui parle, « Quand je vois un enfant qui philosophe, cela m'est agréable. Mais quand je vois un adulte qui philosophe, cela m'inquiète. » Et il ajoute, « Un vieillard qui philosophe mérite le fouet. » Calliclès voulait montrer à Socrate que la philosophie est une affaire d'enfants. C'est un jeu d'enfants. Il faut laisser aux enfants philosopher parce que la philosophie est une récréation pour les enfants. C'est un divertissement, c'est une distraction, un amusement, ainsi de suite. Mais un adulte doit s'occuper de choses beaucoup plus sérieuses que la philosophie. Calliclès semblait dire à Socrate que ta place, ce n'est pas dans l'agora pour philosopher. Ta place, ce n'est pas dans les rues et ruelles pour rencontrer les jeunes gens et philosopher avec eux. Ta place, c'est de participer à la vie active de la nation. C'est de participer à la politique. C'est d'être utile à la nation. Voilà ce que Calliclès semblait dire à Socrate.
Et donc, si nous transposons ce jugement négatif que Calliclès a de la philosophie à nos jours, alors nous constatons qu'il y a beaucoup de Calliclès parmi nous. Des hommes et des femmes, adultes comme jeunes, enfants comme vieux, qui disent que la philosophie ne vaut rien. Il faut s'en débarrasser, c'est une perte de temps. Il faut la jeter aux oubliettes. Mais pourquoi la juge-t-il de la sorte? Parce qu'il ne voit pas son utilité côté matériel. Voilà, côté matériel. Et nous n'avons pas le droit de juger la philosophie inutile au plan matériel. Nous y reviendrons. Même si la religion, le mythe, la magie et autres n'existaient pas, la philosophie continuerait à exister. Mais elle réfléchirait sur quoi dans ce cas? Sur elle-même. Voilà. Elle réfléchirait sur elle-même. Cela veut dire qu'elle n'a pas besoin des autres pour exister. Elle se suffit à elle-même comme sa propre nourriture. C'est la réflexion qui alimente la philosophie. Mais elle n'est pas forcée de réfléchir sur les autres pour exister. Elle peut réfléchir sur elle-même. D'accord? Donc, elle n'est pas parasitaire, contrairement à ce que pense la société. Elle passe pour un vain bavardage, dit-on aussi. Pendant que la science et la technique agissent sur la nature, créent, fabriquent et inventent, la philosophie se met à bavarder, à piailler, à pérorer, etc. Cette péroraison a été dite par Karl Marx. C'est l'interprétation dont il parle. Les philosophes ne font que piailler, bavarder. Quand il y a des problèmes sérieux, des problèmes de famine, de mendicité, de crimes, d'agression, de vol, de viol et autres, que font les philosophes? Que font-ils? Piailler, bavarder, pérorer. C'est ça leur fort. Ça rappelle d'ailleurs cette fameuse chanson de Ismaël Lô, qui a dit « Kuy wodo lamiñ, bo noppee rafle ». Cela veut dire que la principale arme des philosophes, c'est la théorie. C'est la théorie qui les retient en vie. D'après la société, toujours. La principale force de la philosophie, c'est la théorie. Mais nous verrons plus tard que c'est faux. La philosophie n'est pas seulement une affaire de bavardage. Elle est autre chose. Mais comme il s'agit de montrer le préjugé négatif que la société a de la philosophie, restons encore dans cette logique. La société ajoute, la philosophie semble dangereuse. Mais en quoi consiste ce danger? En quoi? Pourquoi accuse-t-on la philosophie d'être dangereuse? Oui, Ndaye Diaw? Oui. Très bien. Quand la philosophie s'empare de l'esprit des jeunes, elle en fait des esprits critiques, des esprits révoltés ou même révolutionnaires. Mais qu'est-ce que cela aura comme conséquence dans leurs familles respectives? C'est la désobéissance. Très bien, la rébellion. Les enfants peuvent se révolter contre leurs parents sous le prétexte que la philosophie leur a enseigné l'esprit critique et que désormais il faut tout mesurer, jauger, triturer, évaluer, etc. avant de dire oui ou non. Les parents y verront une influence négative. C'est pourquoi d'ailleurs Socrate a été condamné à mort parce qu'on le jugeait comme une personne dérangeante. Très bien. On faisait de Socrate un danger public. On pensait que Socrate avait une mauvaise influence sur les jeunes. C'est pourquoi il fallait l'éliminer à tout prix pour que les enfants soient sauvés. Or, la cité athénienne ne savait pas que Socrate était un don de la Grèce. C'est pourquoi, par erreur et par ignorance, Athènes a supprimé un innocent. Aussi, les religieux voient à travers la philosophie une discipline dangereuse. Mais en quoi? Comment? Très bien. Parce qu'elle cultive l'esprit critique. Parce que c'est l'esprit critique qui est le problème.
C'est l'esprit critique qui dérange la société et toutes ses composantes. L'esprit critique est une arme redoutable qui permet de séparer le vrai du faux, le bien du mal, le juste de l'injuste, ainsi de suite. L'esprit critique est réputé arme fatale. C'est pourquoi les religieux le craignent. Parce que quand on utilise l'esprit critique à un certain point, on sera accusé d'athéisme. Ah oui, parce que l'esprit critique peut pousser l'homme jusqu'à remettre en cause ce que disent les prophètes et les saints hommes. Dans la religion chrétienne, on peut parler de saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, saint Anselme et autres. En islam, on peut parler des imams. D'accord? Dans le judaïsme, on peut parler des rabbins. Ce sont les dignitaires juifs. Donc, un philosophe peut remettre en cause ce que disent les papes, les imams et les rabbins. Ce sont ces saints hommes-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Un philosophe peut également remettre en cause les prophètes. Et même Dieu, s'il le faut. Souvenez-vous de Nietzsche. Qu'a-t-il déclaré comme propos scandaleux? Dieu est mort. Dieu est mort. Et il n'a pas eu froid aux yeux en le disant. C'est son esprit critique en tant qu'arme redoutable qui l'a conduit à dire cela. Et il lui fallait de l'audace. C'est son esprit critique qui l'a aussi conduit à dire, je le cite, « Méfiez-vous de tous ces prêtres qui vous font croire en un au-delà, ce ne sont que des menteurs et des imposteurs. » Certes, il parle des prêtres, mais on peut l'élargir jusqu'à la religion musulmane et jusqu'à la religion juive. C'est comme si Nietzsche disait, méfiez-vous de tous ces prêtres, tous ces marabouts et tous ces rabbins qui vous font croire qu'il y a une autre vie après la mort. Nietzsche semblait dire que ce sont tous des menteurs et des imposteurs. Et que la vie, selon Nietzsche, s'arrête sur terre. Pour Nietzsche, il n'y a pas une vie après celle-là. Pour Nietzsche, la vie se résume à la terre. C'est pourquoi il a dit dans un autre passage, « Ô mes frères, soyez fidèles à la terre, car l'au-delà n'existe pas. » Il n'est pas le seul à tenir un pareil discours. Il y a les autres philosophes athées, comme Jean-Paul Sartre, Max Stirner, Ludwig Feuerbach, ainsi de suite. Alors, côté religieux, on juge que la philosophie peut conduire à l'athéisme. C'est pourquoi les religieux craignent la philosophie. Ils pensent que c'est un danger permanent et qu'il ne faut même pas laisser les enfants philosopher, sinon ils seront des athées. D'ailleurs, cela me rappelle une anecdote qu'un cousin m'a une fois racontée. Ce n'est pas lui qui a vécu l'événement, mais c'est un de ses amis d'enfance qui l'avait vécu. Le cousin a plus de 60 ans, il est de la vieille génération. Alors, il m'a dit que son ami d'enfance était le premier à avoir décroché le bac dans son village. Bon, je ne me souviens plus du nom du village. Vous savez, quand quelqu'un décroche le bac dans un village, quand il est le premier à l'avoir décroché, mais imaginez l'honneur qu'il fait à ses parents villageois. Alors, puisqu'il l'avait décroché, c'était une grande première. Il fallait, bien entendu, l'honorer. C'était la fête dans ce village. Un jour, c'est toujours le cousin qui me raconte, un jour, les notables du quartier ont tenu à lui faire encore leurs hommages. Après avoir effectué la prière de 17 heures, les notables du quartier se sont installés dehors, comprenez, en dehors de la mosquée, sous un arbre à palabres. C'était pour discuter encore de l'honneur que ce fils du village leur a fait. Alors, à tour de rôle, les notables du quartier prenaient la parole et ils rivalisaient d'ardeur dans les honneurs qu'ils décernaient à ce bachelier. À un certain moment, l'imam a pris la parole pour dire « Ce digne fils du village nous a honorés et il mérite aussi qu'on l'honore. Il mérite nos honneurs.
On doit pouvoir en faire un modèle. On doit pouvoir en faire une référence à suivre, etc., etc. Mais, il a dit, mais là où on l'a orienté ne nous convient pas. Où l'a-t-on orienté, à votre avis? Au département de philosophie. Voilà. L'imam ajoute, là où on l'a orienté ne nous convient pas parce que j'ai entendu dire, c'est lui qui parle, que c'est dans ce département qu'on apprend aux étudiants à ne pas croire en Dieu et donc à être des athées. Mais imaginez un peu ce préjugé que cet imam a disons, de la philosophie. Il pense que les étudiants inscrits au département de philosophie sont programmés inévitablement pour être plus tard des athées. Mais si c'était le cas, moi-même, je serais athée. Au contraire, la philosophie m'a rapproché davantage de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient nébuleuses dans ma tête que la philosophie, grâce à l'esprit critique, m'a permis de clarifier. La philosophie m'a permis également d'être tolérant dans la vie, d'être ouvert, etc., etc. Donc, elle n'est pas ce qu'on dit d'habitude d'elle. La philosophie est au contraire une discipline passionnante, une discipline qui peut rapprocher l'homme de Dieu à la seule condition qu'on sache comment l'utiliser. Il ne s'agit pas d'utiliser l'esprit critique abusivement, mais il faut, bien entendu, l'utiliser avec modération et ne critiquer que ce qui est critiquable, ne contester que ce qui est, ne discuter que de ce qui est, et ne douter que de ce qui est douteux. Très bien. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est parce que la philosophie nous pousse à douter de ce qui est douteux qu'on le considère comme un danger. Elle n'est pas dangereuse. Cela me rappelle un sujet d'ailleurs que nous allons traiter très prochainement, quand j'en aurai fini avec la méthodologie de la dissertation. Le sujet est le suivant. Un parent dit à son enfant, 2 points. Apprends la philosophie, virgule, mais méfie-toi d'elle. Qu'en pensez-vous? Un parent dit à son enfant, 2 points, apprends la philosophie, mais méfie-toi d'elle. C'est toujours pour montrer que la philosophie, selon la société, est dangereuse. Apprends la philosophie signifie, tu peux étudier cette discipline. Mais si cela ne dépendait que du parent, son enfant, c'est parce qu'il n'a pas le choix qu'il a dit à son enfant, apprends la philosophie. Pourquoi le parent n'a pas le choix? Devinez un peu. Pourquoi, malgré le caractère dangereux de la philosophie selon le parent, il demande à son fils d'apprendre la philosophie? Oui? Parce que? Non, justement. Oui? Non. Son enfant fait la terminale. Parce que si c'est à l'université, l'enfant choisit où il veut étudier. D'accord? Il choisit sa filière. Oui? Parce qu'il n'a pas le choix. Et pourquoi? Mais plus particulièrement, c'est une matière obligatoire. On ne peut pas y échapper au second cycle. On ne peut pas. Par force, on va philosopher en terminale. Et officieusement, il y a des écoles privées comme publiques qui initient les élèves à la philosophie en première. D'accord? Peut-être que vos jeunes frères et jeunes sœurs philosopheront avec nous l'année prochaine ou, je ne sais pas, peut-être l'année suivante. On ne sait pas encore. Mais en tout cas, le parent sait que l'enfant est condamné à se frotter à la philosophie. C'est pourquoi j'ai dit, si ça ne dépendait que de lui, l'enfant n'aurait jamais philosophé dans son cursus scolaire. Alors, il
l'avertit. Tu peux apprendre la philosophie, mais c'est la suite qui est plus importante selon le parent. Méfie-toi d'elle. On ne se méfie que de ce qui est dangereux. La philosophie semble dangereuse. Je dis bien semble parce que c'est le verbe que Pierre Fougeray-Rolas a utilisé. Ce qui semble n'est pas forcément ce qui est. Ce qui paraît n'est pas ce qui est. Je reviendrai sur le paraître et l'être. On continue ici. Méfie-toi de la philosophie, parce que pour le parent, la philosophie peut conduire son fils à, deviner, à l'athéisme, très bien, ou à la désobéissance, ou à la rébellion, parfait, ou, allez-y, devinez un peu. Quand on découvre l'aspect critique de la philosophie, alors on ne reconnaît plus aucune autorité au-dessus de soi. La seule autorité qui vaille est celle de la raison. Voilà. Le philosophe n'obéit qu'à la raison et à la raison seule. Tant que ce qui est dit est conforme à la raison, le philosophe le valide. Mais si ce n'est pas conforme à la raison, il l'invalide. C'est pourquoi la seule autorité qui vaille chez le philosophe, c'est la raison. Et donc, quand l'enfant découvre la philosophie, on lui dit, le prophète Mohammed et le prophète Jésus ont réalisé l'ascension, mais il va se dire, au plan physique, ça défie la loi, voilà, la raison. Mais l'enfant ne va plus y croire. Le prophète a réalisé l'ascension, c'est le jour même où c'est cette fameuse nuit qu'il a rendu visite à Dieu et il avait recueilli les 5 prières de la journée. D'accord? C'est dans la sourate 17 du Coran. Le prophète Jésus aussi a réalisé l'ascension, n'est-ce pas? Marie a réalisé l'assomption. Alors, quand l'enfant découvre l'aspect critique de la philosophie, il se dit que n'est valide que ce qui est conforme à la raison, mais ça peut le pousser à ne plus croire en ces miracles. D'accord? Ça peut le pousser à ne plus croire qu'effectivement Jonas a été avalé par une baleine et il a séjourné dans sa gueule pendant 9 ans. Ça peut aussi pousser l'enfant à perdre sa base religieuse. Ça peut le pousser même, pour les mourides, à ne plus croire que Cheikh Ahmadou Bamba avait prié sur la mer. Parce que ce sont des croyances qui sont les fondements de notre religion. Chaque confrérie a des fondements. D'accord? Donc, quand l'enfant découvre l'aspect critique, il peut remettre en cause les fondements des confréries et même des religions. C'est ce que le parent craint. C'est pourquoi il le met en garde. Méfie-toi de la philosophie. Quand Nietzsche parle, ne considère pas ce qu'il dit, semble dire le parent. Ça me rappelle une autre anecdote que j'ai vécue, enfin pas moi directement, mais qu'un collègue a vécu lorsque je servais à Tivaouane. Le collègue faisait cours jusqu'à un certain moment, bon, il parlait de Nietzsche. Il a dit à un certain moment, c'est dans ce cadre que Nietzsche a dit « Dieu est mort ». Au fond de la salle, il y a une fille qui s'est levée spontanément pour lui dire « Monsieur, vous mentez ». Ah oui, vous mentez. Mais pourquoi? Parce que ce qu'il a dit a agressé sa croyance. Donc la philosophie est dangereuse de ce point de vue. Elle nous agresse jusqu'au plus profond de nos sentiments, convictions, croyances, et ainsi de suite. Pour toutes ces raisons, les parents ne veulent pas que leurs enfants immatures et inexpérimentés apprennent la philosophie, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ma mère même me l'avait dit, hein, quand je venais fraîchement d'être orienté au département de philosophie. D'accord? Je crachais du feu sur tout ce qu'elle disait. Un jour, elle en a eu marre. Lu ma wax ba nga ñamee philosophie ba léegi da nga rakkaaju. Oui. D'accord? Ce qui veut dire que les parents ne veulent pas de cette discipline critique, n'est-ce pas, M. Bass? C'est une discipline assez sensible. Avant de philosopher, il faut s'assurer d'avoir une base solide, disons, en religion, musulmans, chrétiens comme juifs.
il faut s'assurer que la base religieuse est solide. Sinon, pour peu qu'on manque de vigilance, la philosophie va nous désorienter. Beaucoup de personnes ont été désorientées par la philosophie. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas une base solide en religion. Donc, il faut craindre l'effet de la philosophie sur vos enfants de demain. Et avant qu'ils entrent à l'école, formez-les, voire même formatez-les, jusqu'à ce qu'ils aient une base assez solide. Toujours dans la logique du caractère dangereux de la philosophie, les politiciens craignent les philosophes. Ils les craignent à plus d'un titre. Ils les craignent. Mais pourquoi? Pourquoi les politiciens craignent-ils les philosophes? Pour les politiciens, les philosophes représentent un danger. Oui? Très bien. Parfait, répétez. Parce qu'ils questionnent le bien fondé des politiques et des démarches à entreprendre. Très bien. Et quand ils questionnent le bien fondé de ces politiques-là, qu'est-ce qu'ils en déduisent? Très bien, il y a quelque chose qui cloche. C'est de la tartufferie, de la tromperie, de la fourberie, etc. Le philosophe, c'est celui-là qui écoute ce que tout le monde écoute et qui entend ce que personne n'entend. En d'autres termes, quand les politiques nous parlent, nous qui sommes inexpérimentés, nous qui sommes faciles à leurrer, nous prenons pour argent comptant tout ce qu'ils nous disent. Nous ne nous rendons pas compte qu'il y a quelque part dans le discours quelque chose qui cloche, qu'il y a du mensonge quelque part. C'est le philosophe qui perçoit le pot aux roses, c'est-à-dire qui perçoit ce qui ne marche pas. C'est pourquoi les politiques n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des philosophes dans la cité. Ils veulent toujours continuer à berner le peuple, à flatter le peuple, à les rouler dans la farine. Mais tant qu'il y a des philosophes, alors le peuple ne sera pas berné parce que les philosophes seront les avocats du peuple. C'est ce qui amène d'ailleurs Descartes a dit dans son ouvrage intitulé « Les principes de la philosophie », je le cite, « Chaque nation est d'autant plus civilisée et polie qu'il y a des philosophes, enfin qu'il y a des personnes qui y philosophent. » Voilà. Et ce que dit Descartes répond au vieux rêve de Platon, qui avait dit dans l'Antiquité, « Tant que les philosophes ne seront pas des rois, ou les rois des philosophes, les sociétés ne seront jamais bien gouvernées. » Cela veut dire que Platon rêve d'une société où seuls les philosophes sont des rois. Ou à défaut, si on élit Macky Sall le président, lui c'est un géologue de formation, un scientifique. Si on l'élit président, Platon dira il faut le former à la philosophie. Et donc il faut en faire un philosophe. Finalement, dans les deux cas, philosophe roi ou roi philosophe, Platon rêve d'une cité ou d'une société où seuls les philosophes gouvernent. Parce qu'eux, ils gouvernent en mettant leur politique en articulation avec les valeurs morales. Ils gouvernent vertueusement. Au lieu de se servir du peuple, les philosophes servent le peuple. Je le dis en me référant à Jean-Jacques Rousseau, qui a dit dans son ouvrage intitulé du contrat social, quand on nomme quelqu'un à des fonctions ministérielles, au lieu de se servir, il doit plutôt servir. Alors, le philosophe, c'est celui-là qui sert le peuple. Et quand il voit les politiciens se servir du peuple, il les dénonce. Et tant qu'il les dénonce, les philosophes sont un danger permanent pour les politiciens. Permanent. Et si cela ne dépendait que des philosophes, enfin pas des philosophes, mais je voulais dire, si cela ne dépendait que des politiciens, il n'y aurait jamais de philosophes dans la cité. Je fais référence au dictateur italien Mussolini. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Voilà.
Mussolini. C'était un dictateur, un tyran, voire même un despote. Mussolini a dit, dans la préface d'ailleurs du livre de Nicolas Machiavel, il dit, dans tous les pays où la philosophie est enseignée, la jeunesse est difficile à gouverner. Voilà ce qu'il a dit. Dans tous les pays où la philosophie est enseignée, la jeunesse est difficile à gouverner. Parce qu'il ne veut pas que la jeunesse s'empare de la philosophie, sinon ce sont les politiques qui vont perdre leur hégémonie. Quand je dis les politiques, comprenez les politiciens. D'accord? Alors pourquoi Mussolini a préfacé ce livre de Nicolas Machiavel? Nicolas Machiavel, c'est un penseur italien, le théoricien de la politique moderne. C'est Nicolas Machiavel qui a dit, en politique, il faut être fort comme un lion et rusé comme un renard. Nous le reverrons quand on abordera l'État. Fort comme un lion signifie que le président de la République ou ses hommes ne doivent pas hésiter à massacrer le peuple si la raison d'État est en jeu, ou bien si leurs intérêts eux-mêmes sont en jeu. Voyez-vous, regardez le Sénégal. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Les adversaires politiques du parti au pouvoir sont brisés à tout point de vue. Soit on les brise pour ceux qui font de la résistance, soit on les corrompt pour ceux qui lâchent leur dignité. Mais en tout cas, on a vu que c'est une scène politique malsaine, où tous les coups sont permis. Donc il faut être rusé comme un renard, signifie ne faut pas hésiter à tromper, flatter ou mentir au peuple. Il faut être fort comme un lion, signifie ne faut pas hésiter à massacrer le peuple, à écraser les opposants ou ceux qui font de la résistance. Donc pour les politiques, la philosophie est dangereuse parce que c'est la philosophie qui nous permet d'ouvrir les yeux pour connaître les coups bas des politiciens. Donc les politiciens n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des philosophes. Les cartes d'Irak ne deviendront jamais philosophes. Pour les raisonnements de Platon et d'Aristote, s'ils nous font porter un jugement solide sur une proposition quelconque. Très bien. Juste pour dire que la philosophie en tant que discipline pousse les individus à prendre en charge un esprit critique. Très bien. De mettre des jugements sur toutes les propositions que les politiques font. Tout à fait. Bravo. C'est bien dit. Ça rejoint ce que Mademoiselle Thiam avait dit tout à l'heure. Réfléchir sur les bien fondés des politiques ou de leur démarche. Merci, M. Bass. Et d'ailleurs, on peut continuer avec Descartes, qui dit dans le texte que j'ai précité qu'il ne suffit pas de dire que nous avons dans la nation des philosophes, mais il faut s'y appliquer soi-même. Ce n'est pas parce que nous avons des philosophes que cela nous exempte. Il faut philosopher comme les autres, et il termine par dire, c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher. Donc nous devons tous philosopher pour réfléchir effectivement sur le bien fondé des propositions des politiques. Parce que la plupart du temps, les hommes politiques nous mentent. Ils nous bernent. Ce sont des illusionnistes. Ils nous font croire qu'ils sont les messies. Pas messie au sens du joueur, mais messie au sens de sauveur. Souvent, c'est ce discours qu'ils nous tiennent pour mieux nous asservir. Mais au fond, ils ne gèrent que leurs intérêts. Mais regardez les hommes d'État. Chaque fois, pour l'Afrique surtout, chaque fois qu'ils perdent le pouvoir, où vont-ils? En Europe. Ils lâchent leur nation. Mais s'ils nous parlent de patriotisme, il faut interroger le bien fondé de ce patriotisme, n'est-ce pas? Ils ne sont pas patriotes. Ou bien même s'ils le sont, ils le sont à moindre degré. Prenons l'exemple du Sénégal. Depuis Senghor, chaque fois qu'un président perd le pouvoir, il va en France. Comme si la France est meilleure que le Sénégal. Donc avant de perdre le pouvoir,
Quand le président parle, il faut interroger le bien fondé de son discours et essayer de découvrir l'anguille qu'il y a sous roche. Alors, puisque la philosophie fait ce travail, on le considère comme dangereuse. Elle est aussi mensongère, dit-on. Elle est mensongère. Cela veut dire que tout ce que disent les philosophes n'est que contre-vérité. Les philosophes mentent. Ils passent maîtres dans l'art du mensonge. Toujours d'après la société. La philosophie est aussi accusée d'être archaïque. Que signifie archaïque? Ancienne. Elle est ancienne, elle est démodée, déphasée ou même dépassée. Voilà, elle est révolue. D'après la société, le monde traverse une période tellement cruciale qu'on n'a plus besoin de philosophie. On a besoin de matériel maintenant. Et que la philosophie en tant que discours théorique, en tant que discours de bavardage, nous retarde. D'après la société. Il faut laisser la philosophie à Platon, Descartes, Aristote, Kant et autres, selon la société toujours, et se consacrer aujourd'hui à la science et à la technique parce qu'elles sont la clé du développement. Encore une fois, c'est la société qui juge la philosophie ainsi. Alors, au bout de toutes ces accusations, nous nous rendons compte que la société ne fait aucun cadeau à la philosophie. La société ne tolère pas la philosophie. Et si ça ne dépendait que de la société, les philosophes et nous qui enseignons la philosophie, nous perdrions notre place dans la société. La philosophie de nos jours a perdu ses lettres de noblesse. On n'a aucune considération pour les philosophes. Aucune. Parce qu'ils ne participent pas au développement. Alors, je vous demande, est-ce que réellement la philosophie est inutile et inefficace comme le prétend la société? Est-ce qu'elle est inefficace et inutile? Honnêtement, qui pense qu'elle est inutile? Honnêtement. Je ne vois aucun doigt se lever. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai entendu en sourdine, non, pour dire qu'elle est inutile. Qui pense honnêtement qu'elle est inutile? Qui partage cet avis de la société que Pierre Foujaïrolas a rapporté? Ne soyez pas timide. Dites ce que vous pensez. Ngisali, vous partagez cet avis. Donc pour vous, la philosophie n'a aucun sens, aucune valeur. On ne devrait même plus l'enseigner à l'école. C'est une perte de temps. C'est ça. Et pourquoi? Pourquoi partagez-vous cette conception négative que la société a de la philosophie? Parce qu'à votre niveau, vous ne sentez pas du tout l'utilité de la philosophie. Vous avez besoin de manger, de boire, de dormir, de communiquer, d'acheter du crédit, de vous déplacer, etc. Tout cela, c'est géré par la science et la technique, n'est-ce pas? Évidemment. Mais elle est tombée dans le piège de cette comparaison illégitime. Alors, si on dit que la philosophie est inutile, comprenez que c'est sous l'angle matériel. Sous l'angle matériel. Évidemment, sous cet angle, la philosophie ne vaut rien. Elle ne nous apporte pas grand-chose. Pour parler de son utilité, il faut plutôt la juger sous quel angle? Sous l'angle intellectuel, comportemental, moral, etc. Et même sous l'angle éducationnel, sous l'angle des valeurs. C'est sous cet angle-là que nous allons plus tard juger l'utilité de la philosophie. Et pour terminer, retenez que cette comparaison est illégitime. On n'a pas le droit de comparer la philosophie aux sciences et techniques. Mais pourquoi n'a-t-on pas ce droit? Oui? Très bien, parce qu'elles n'ont pas les mêmes finalités.
n'ont pas les mêmes objectifs, oui, finalité signifie objectif, n'ont pas les mêmes méthodes et les mêmes objets d'étude. Voilà. C'est ça la véritable raison de la rupture entre la philosophie et la science. Elles n'ont pas les mêmes objets d'étude, les mêmes finalités et les mêmes méthodes. C'est pourquoi on ne doit pas les comparer. Il y a un proverbe qui dit que comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. C'est un jeu de mots pour dire qu'il faut comparer deux choses comparables. Alors, la philosophie n'est pas comparable à la science et à la technique. La philosophie est faite pour telle chose, la science et la technique sont faites pour telle autre chose. Elles sont faites pour améliorer nos conditions de vie côté matériel. La philosophie et la science sont très efficaces sur le terrain de la pratique, sur le terrain du matériel. Tout ce qui nous entoure, pratiquement, c'est l'œuvre de la technoscience. Si le monde s'est développé, c'est grâce à la technoscience. Mais ça se limite là. Il y a des choses que la technoscience ne peut même pas faire. Et c'est la philosophie qui se charge de ce que la technoscience ne peut pas faire du moins. La philosophie et la science sont deux disciplines, certes, qui sont nées ensemble, mais qui vont se séparer plus tard, pour des raisons que vous connaissez déjà. Mais on ne doit pas cultiver la haine entre les deux. On ne doit pas cultiver le conflit ou les hostilités. Il faut que cette comparaison cesse. Il faut que ça cesse. Et donner à César ce qui lui appartient. On ne doit pas faire violence à la philosophie. On ne doit pas la juger mal parce qu'elle ne fabrique rien. La philosophie n'est pas faite pour créer, inventer, produire. Elle est faite pour éduquer, éveiller, sensibiliser, conscientiser, former l'homme, lui apprendre à vivre, etc. Et c'est cela que nous allons traiter au prochain cours, c'est-à-dire philosophie comme art de vivre. Donc, nous allons traiter cela au prochain cours. La philosophie est un art de vivre. Je ne veux pas, pour l'instant, anticiper. J'annonce seulement le cours. C'est un art de vivre au sens où elle nous apprend à être. La philosophie joue un rôle fondamental dans la société que ni la science ni la technique ne sauraient jouer. Il y a un texte que je vous remettrai et qui va nous servir d'étude, un texte de Jacquard, Albert Jacquard, confirmé par un autre texte de Raymond Aron. Dans ce texte, les deux disent: nous n'avons pas la prétention de dire que le philosophe est l'homme le plus important de la société, mais nous pouvons au moins dire qu'il sert de guide. Donc, cessons la comparaison entre la philosophie et la science. Ce sont les ennemis de la philosophie qui veulent entretenir cette comparaison pour mieux dévaloriser la philosophie. Et quand vous entendez quelqu'un, lors d'un débat, dire que la philosophie est inutile parce que la science crée, invente et autres, dites-lui que c'est une comparaison qui n'est pas légitime. Dites-lui que ce pourquoi la science et la technique sont faites, c'est différent de ce pourquoi la philosophie est faite. La philosophie, je le répète pour terminer, est faite pour agir sur la conscience de l'homme et sur son comportement. Comme le dit Herbert Marcuse. Je reviendrai sur Herbert Marcuse. J'arrive à cela. La philosophie doit agir sur la conscience et donc sur le comportement de l'homme.
Herbert Marcuse dit, je le cite, on ne demande pas à un philosophe de construire des ponts ou des routes. On lui demande de changer la conscience de ceux qui changent le monde. Vous avez la réponse à votre question. Le philosophe est fait pas pour construire des routes, des ponts, des échangeurs et autres. Il est fait plutôt pour agir sur notre conscience, nous former au patriotisme, nous former à la citoyenneté, nous former au civisme. Le philosophe également est fait pour nous guider, pour nous pousser à nous comporter convenablement dans la société. Donc ces éléments que je viens d'agiter, nous allons les traiter au prochain cours. Tout cela se résume en ce titre « Philosophie comme art de vivre ». Et au sortir du cours prochain, vous verrez que la philosophie joue encore son rôle et que même si nous sommes dans un monde particulièrement dominé par la technoscience, la philosophie ne perdra jamais sa place parce que le rôle qu'elle joue, ni la science ni la technique ne pourront jamais le jouer dans la société. Voilà. Spectateurs, nous voici au terme du cours sur l'utilité ou l'inutilité de la philosophie. Alors pour ce cours-ci, nous avons rapporté le préjugé négatif que la société a de la philosophie. Nous avons montré en quoi la philosophie ne sert à rien selon la société. Il faudra plus tard nous donner rendez-vous pour réfléchir sur l'utilité de la philosophie, parce que c'est une discipline qui est mal vue et mal jugée, une discipline qui est à présenter au grand public sous de beaux draps. Et pour cela, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour réfléchir sur le véritable sens de la philosophie, autrement dit, ce pourquoi la philosophie est faite. C'est donc pour vous dire que ce que la société pense de la philosophie, ce n'est pas véritablement ce qu'elle est. Au contraire, la philosophie est ce que la société ne dit pas encore d'elle. Donc nous vous remercions d'avoir bien voulu suivre ce cours et vous donnons rendez-vous très prochainement. Voilà.